Bonjour et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers assez fascinant d'Enchanted Tools. C'est une jeune entreprise française qui fait pas mal parler d'elle. Oui, tout à fait. On va s'appuyer sur un article de Planète Robot, les robots qui humanisent l'IA, pour décortiquer un peu leur approche. L'idée, c'est de comprendre comment ils intègrent l'intelligence artificielle et surtout l'IA générative dans leurs robots, les Mirokai, et puis quelle vision ils ont pour rendre la tech plus humaine, quoi. C'est ça. Alors, Enchanted Tools, c'est tout récent, moins de 3 ans. Fondé par Jérôme Monceau, ancien d'Aldebaran Robotics, donc il connaît le secteur. Hein. Ah oui, il n'est pas nouveau dans le domaine. Non, c'est clair. Et on sent bien que l'explosion de l'IA générative, ça a vraiment boosté leur truc. Carrément. Ils ont même lancé une usine urbaine à Paris fin 2024, avec une ligne pilote pour sortir quelques centaines de robots par an au début. C'est un bon début. Et c'est aussi un lieu pour voir les robots, rencontrer les équipes, c'est ça? Exactement, un lieu d'expérience. Alors, au cœur de ces robots Mirokai, il y a pas mal d'IA. Richard Malter, le directeur technique, explique ça bien. Pour la navigation, par exemple. Oui. Ils utilisent des puces NVIDIA Jetson Orin. C'est du costaud pour l'IA embarquée. Ça gère le SLAM. Le SLAM. Attends, ça veut dire quoi déjà? Cartographie et localisation. Simultanée, voilà. En gros, le robot crée une carte et sait où il est dessus, tout en évitant les obstacles. Super important. D'accord. Et comment il voit, comment il perçoit son environnement? Les couleurs et la profondeur, un peu comme nos yeux. Et puis des capteurs infrarouges, ultrasons, le classique quoi. Ok. Et pour attraper les objets, le grasping, là c'est d'autres modèles d'IA entraînés en interne qui analysent ce que voient les caméras dans la tête du robot pour repérer, identifier, suivre les objets. C'est assez complet. Et pour parler avec nous, l'interaction. Il y a une deuxième puce Jetson Orin pour ça. Elle s'occupe de repérer les visages, de comprendre ce qu'on dit et de générer la voix du robot. Et un truc intéressant, ils ont mis 4 micros pour bien capter le son et surtout filtrer les bruits autour. Indispensable dans des lieux bruyants, genre un hôpital ou un magasin. Oui, logique. Tout ça, c'est la mécanique IA, disons. Mais le côté conversation naturelle, fluide, c'est là qu'intervient l'IA générative. Exactement. Luca Pregaldini, un ingénieur IA chez eux, l'a bien expliqué. Ils utilisent les fameux LLM, les grands modèles de langage. Pour faire parler le robot, en gros. Oui, mais pas seulement. Aussi pour l'aider à raisonner sur ce qui se passe. Le système donne un max d'infos au LLM, ce que le robot voit, entend, pour qu'il adapte sa réponse, son comportement en fonction du personnage du robot et de la situation. Ah, intéressant. Et ils misent sur quel LLM? OpenAI, Google? Justement, non. Et c'est malin, je trouve. Leur approche est agnostique. Agnostique, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils sont compatibles avec plusieurs fournisseurs. Google DeepMind, OpenAI, Anthropic et même les Français de Mistral AI. Ah ouais, c'est stratifique ça. Vu comme ça bouge vite. Exactement. Ça leur donne une flexibilité énorme. Pas dépendre d'un seul acteur, c'est crucial. Malin. Après, le gros défi technique, c'est de faire tourner ces LLM, qui sont très gourmands, directement sur le robot, sur ces GPU NVIDIA. Pour l'instant, ça passe encore pas mal par le cloud. D'accord. Donc le robot est un peu une interface physique pour une IA qui est en partie dans le cloud. C'est une bonne façon de le voir. Un pont entre l'IA logicielle et le monde réel, que ce soit pour faire des visites en EHPAD ou vérifier des inventaires. Il peut aussi se connecter à d'autres systèmes, des bases de données via des API. Ok. Parlons un peu de leur philosophie, leur vision. Richard Malter insiste beaucoup sur l'idée de sortir le robot. Oui, le confronter au terrain, aux vrais gens, très vite. Ils font des tests partout, aux États-Unis, au Japon, pour avoir des retours. C'est logique, parce que leurs robots sont faits pour être avec nous, pas enfermés dans une usine. Tout à fait. C'est pas des robots industriels classiques, et leur mission, c'est aider les aidants. Oui, ça revient souvent. Soutenir les travailleurs, pas les remplacer. C'est ça. Apporter une aide concrète au quotidien. D'ailleurs, ils ont plein de proof of concept, des tests prévus dans le retail, la restauration. Et surtout ce gros projet dans les hôpitaux parisiens, TRES. Je m'en fors. Clairement, ça pose la question de l'acceptation, non? Et puis, la réglementation, l'IA Act européen. Alors, pour l'IA Act, Malter le voit plutôt comme une opportunité.
Si tu peux garantir que les données sont sécurisées, confidentielles, ça devient un argument de vente, surtout en Europe. Pas faux. Et tout le design du robot, ses couleurs, ses grandes oreilles et cette mission d'aide, tout ça c'est fait pour créer un lien, un imaginaire positif, pour que les gens l'acceptent plus facilement. Et ça marche, d'après les premiers retours. Apparemment oui. Les gens sourient, l'accueil est bon. Faut dire que la science-fiction, les robots comme Nao ou Pepper avant eux, ça a un peu préparé le terrain. Maintenant, le défi, c'est de ne pas décevoir, de respecter les utilisateurs sur la durée. Alors, une question pour réfléchir un peu, pour finir. Si cette approche d'Enchanted Tools, très centrée sur le social, sur l'aide, si ça prend vraiment, comment ça pourrait changer notre façon de voir et d'intégrer les robots? Au-delà des tâches purement pratiques, quelle place on leur donnerait vraiment dans nos vies? C'est une excellente question. Ça ouvre pas mal de perspectives. Voilà qui conclut notre exploration sur Confluence. Merci de nous avoir écoutés. Si cette discussion vous a interpellé, un petit like, un abonnement ou un commentaire avec vos réflexions, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.